Les podcasts Switch ES. Des parcours inspirants d'entrepreneurs et entreprises qui ont fait le switch de l'économie traditionnelle à l'économie sociale. L'Oréal, Danone, Arthur D. Little, autant de grosses entreprises dont Thierry Destex a été le DRH durant 20 ans. Et puis, 2010, revirement à 360 degrés, il fonde la ferme de Froidmont Insertion. L'entreprise se profile comme un centre de formation pour adultes éloignés de l'emploi en combinant les activités d'un restaurant et de maraîchage biologique. Je cite « Mon rôle est similaire à celui d'un propriétaire de petite entreprise, mais avec un objectif social très clair. » Bonjour Thierry et bienvenue dans ce podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est ici réunis ensemble pour discuter de l'économie sociale, de ton switch de l'économie classique à la ferme de Froidmont Insertion. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant le switch ? Quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené vers le projet dont on va parler plus en détail aujourd'hui ? Alors, pour répondre à cette question, on se retourne toujours longtemps en arrière. Quand j'ai fait la psycho à Louvain, j'avais en fait une intention double. Je savais pas trop où j'allais aller. Est-ce que j'allais devenir un psychologue clinicien, psychothérapeute ou travailler en entreprise ? Et puis en fait, voilà, j'ai travaillé un peu comme clinicien. Et puis pour gagner sa vie, on rentre en entreprise, dans la filière entreprise. Et l'idée, c'était de me dire, mais au fond, c'est un chouette endroit parce qu'on passe tellement de temps au boulot que c'est quand même vachement important de trouver une bonne ambiance dans le travail. Et j'avais dans l'idée que les responsables des ressources humaines étaient ceux qui organisaient ça. Après, j'ai un petit peu revu ce point de vue. Et donc, ça a toujours été quelque chose qui a traversé ma carrière, c'est de me dire, je suis là pour que les gens aient plutôt envie d'aller travailler et s'y trouvent bien que plutôt pas. Et puis, on travaille, et puis on progresse, et puis on a des promotions, on change d'entreprise. Et la question, c'est toujours la même. Est-ce qu'en fait, on est en position de pouvoir, de faire en sorte que l'entreprise, dans son modèle économique, dans ses réalités, mette ça en place ? Et donc, on est, comme RH, très souvent assis entre deux chaises. Alors, on peut être un peu assis entre deux chaises, ou beaucoup. Quand on l'est un peu, ça va. Quand c'est beaucoup, ça devient difficilement supportable. En tout cas, moi, ça l'a été. Il y a eu des entreprises où ça se passait extrêmement bien, où cette fonction RH était réelle, prégnante, et où il y avait un rôle non pas fictif. Et d'autres dans lesquels c'était fonctionnel, c'était la ressource humaine au sens plein du terme, mais pas du tout au service des personnes ni de l'ambiance. Voilà, et donc c'est la question en fait qui à un moment donné devient prégnante parce que le désaccord en soi, on le sent presque physiquement, on le sent dans le stress, dans être mal à l'aise entre ce que l'on croit, ce que l'on voit, et des contraintes très fortes ou trop fortes, qui ne sont pas liées nécessairement uniquement à l'argent, parce que dans une entreprise, bien entendu, y compris dans l'économie sociale, il en faut. Mais quand elle devient le but, alors on se perd très souvent, parce que cet équilibre est rompu entre l'humain et les moyens financiers. Donc à partir de là, tu décides de faire le switch. Oui. Est-ce que ça a été une décision consciente ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis sur ton chemin, un petit peu le hasard, la vie, les coïncidences ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça part du questionnement et du mal-être dans certaines fonctions. Et puis un jour, j'ai entendu un évangile qui parlait des talents. Et les talents dans les ressources humaines, on connaît bien. C'est ce qu'on sait faire le mieux, avec le plus de confort et de facilité. Et dans ce texte, il est question d'un gars qui a pas de talent. En fait, il en a quand même. Mais il les utilise absolument pas. Il les cache. Et la morale, entre guillemets, de cet évangile, c'est de dire, mais au fond, même dans les situations difficiles, où on ne le sait pas, on a un talent, quelque chose avec lequel on peut risquer. Et donc, ma question, c'était, au fond, dans mon métier, qu'est-ce que je ne risque pas ? Qu'est-ce que je ne risque plus ? Où est-ce que je suis dans les pantoufles ? Où est-ce que je fais bien les choses ? Et au fond, ces trucs-là que je ne fais jamais, c'est quoi ? Et c'était une question qui s'est posée lorsque j'étais à Prague, bien 7, 8, 10 ans avant de faire mon switch, comme vous dites.
Et cette question, elle m'a poursuivi très régulièrement dans les jobs que j'ai eus ensuite, en me disant est-ce que tu risques bien les choses, partant de l'idée que j'ai un privilège incroyable, j'ai pu faire des études, j'ai eu des fonctions quand même très chouettes, j'ai une expérience qui est agréable à obtenir, même s'il y a eu des moments difficiles. Qu'est-ce que je fais avec ça, sachant que dans la société, je voyais que le bateau a besoin de tout le monde dans le bateau. Or, il y en avait quand même beaucoup qui étaient en dehors du bateau. Je me suis dit, ce que je ne risque pas, c'est ça, c'est de m'occuper de ceux qui nagent autour du bateau et qui voudraient monter sur le bateau. C'est une image, parce qu'on est tous sur le même bateau, in fine. Et c'est un peu ça qui, à un moment donné, s'est cristallisé dans cette... Dans un moment où je me suis dit, c'est le dernier contrat de travail que je signe comme DRH, c'était chez Arthur D. Little, durera ce que ça durera. Et quand ça s'est arrêté, je me suis dit, ça y est, maintenant, tu es au pied du mur, tu as le temps de te poser la question de comment tu organises. Parce qu'avant ça, l'idée était là, mais le comment faire, absolument pas. Donc, je n'avais pas de moyen de réalisation de cette intention qui s'appelle économie sociale aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout ce mot ni ce vocabulaire. Et c'est tout à fait à 8 jours ou 15 jours après mon début d'année sabbatique, il s'est trouvé que les Dominicains qui habitaient cette grande ferme dans laquelle on a créé l'association La Ferme de Froment-Insertion ont annoncé leur départ. Et comme j'avais habité cette commune immédiatement, je me suis dit, c'est ici. Parce qu'il y avait l'intuition de trouver un environnement qui allait être favorable à mettre en œuvre ce rêve d'économie sociale qui ne portait pas encore son nom. Et ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était en 1998, juin, un peu avant, mai-juin 1998, ouais. Okay. Et donc, entre ce moment-là et le début de notre association, il se passe 2 petites années de réflexion, si on rassemble tout, c'est le temps, 1 an, concrètement, de faire un plan d'affaires et de regarder le comment on réalise ce qu'on a imaginé. C'est ça, donc il y a une expérience, il y a une intention de vivre une vie peut-être différemment, plus alignée avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce qu'on veut créer pour le futur. En parallèle, tu es père de 4 enfants. Oui. C'est correct. Oui. Tu prends une année sabbatique pour réfléchir un petit peu au projet, se présente cette ferme, effectivement. Oui. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui sont là. Oui. De là, comment est-ce que ça se développe ? Tu parles justement de commencer à créer un business plan. Donc c'est là quelles sont les compétences que tu as amenées de ton expérience en grande entreprise et dans l'économie classique pour donner naissance à ce projet-là ? Alors, avant de parler du comment, il faut parler du chemin qu'on fait à l'intérieur. Tu parles d'alignement, moi je parle d'unification, être unifié en fait entre les différents pôles de sa vie, en fait. Oui, on a une responsabilité comme père de famille, comme mari, mais on a aussi un ego. Voilà, et c'est vrai que quand on a une carte de visite avec un titre, quand on a un salaire qui va avec, on se dit, ok, mais est-ce que ce que je veux risquer, quel est le prix à payer, en fait ? Et qu'est-ce que je lâche ? Et où est-ce que je le lâche ? Et d'abord, c'est le lâcher en soi. Et puis, dans mon cas, en parler avec mon épouse, parce que, voilà, et c'est lui dire, voilà ce que j'ai fait, tu connais, voilà, et est-ce que je peux ? Et alors, elle dit oui. Alors qu'elle n'est pas du tout impliquée, mais elle dit oui. Donc, elle m'a donné le feu vert pour me lancer dans quelque chose qui, à l'époque, était tout à fait inconnu. On me disait, c'est casse-gueule ton truc. Voilà, et donc c'est cet accord, c'est ce chemin intérieur qu'il faut faire, c'est lâcher quelque chose qu'on a, mais qui nous crispe, sur lequel on est souvent, on a des crampes, en fait, à force de le tenir. C'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui à faire, à lâcher. Alors, pas tout d'un coup nécessairement, mais à lâcher. Et après ça, quand on a un rêve, soit ça reste un rêve, une idée, un truc qui pourrait ou qu'il faudrait, mais la réalité, c'est qu'il faut le mettre en musique et le réaliser, c'est-à-dire une utopie
une utopie qu'on réalise. Voilà. Et donc pour ça, il faut passer par les outils. Et ça, c'est chouette d'avoir eu ces expériences préalables parce qu'on peut les mettre au service d'un projet qu'on appellera d'économie sociale quelques années plus tard, mais qui était déjà ça. Voilà. Et donc ça, c'est toute l'expérience et des choses nouvelles qu'on apprend. Parce que j'ai appris beaucoup, notamment sur toutes les questions de business plan, de finance, que j'avais vu faire, mais que je n'avais jamais fait moi-même. Donc de là, tu commences à créer un business plan, Oui. tu définis un petit peu les valeurs que tu as envie de définir autour du projet. Oui. Y a le réseau aussi qui compte beaucoup. Oui, alors j'avais toujours travaillé à l'étranger, donc je revenais en Belgique, donc il fallait que je redécouvre mon pays, mon environnement, que j'avais quitté la Belgique, on va dire 10-15 ans avant, donc il fallait reprendre ces marques et surtout aller frapper à des portes avec lesquelles j'avais jamais ouvert. C'était le Forum, les CPAS, des administrations, des associations, des fédérations d'associations, donc un monde que je ne connaissais pas du tout, avec lequel je venais avec ce qu'on appelle un pitch, qui essayait de dire voilà ce que je veux faire, qu'est-ce que vous pensez, quels sont vos conseils, quelles sont vos attentions à ceci. Est-ce que dès le début, voilà, tu as visé les personnes éloignées de l'emploi? Alors oui, c'était dès le départ en fait. L'intention, c'était, comme DRH, on se dit, c'est la formation, parce que c'est le cœur de ce qui va permettre à des gens éloignés de l'emploi ou en difficulté de reprendre d'abord confiance en eux. C'est pas de la formation pour de la formation. C'est d'abord en fait qu'ils reprennent confiance dans le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et que ça soit renforcé par le regard d'autres. Et ça se fait les mains dans le cambouis, dans le compagnonnage. Il faut savoir que en fin d'études secondaires, on m'avait dit en orientation, mais tu pourrais faire soit compagnon du Tour de France, soit philosophe. Ok, donc l'écart est grand. Mais en fait, non, l'écart, il n'est pas grand. C'est mettre dans la matière quelque chose qui est réfléchi. Et donc, cette pédagogie était directement destinée à des gens en difficulté, sur l'idée que mettons tout le monde dans la barque. Plus on met de gens dans la barque, mieux ça ira pour nous tous. Et donc, pour ça, il fallait rencontrer les gens qui étaient en contact avec ce profil de gens que je ne connaissais pas, puisque je viens d'un monde d'entreprise, on est plutôt universitaire et on roule en voiture de société. Et c'est ce en quoi consiste aujourd'hui, entre autres, le projet de la ferme de Froidmont Insertion. Pour ceux qui ne connaissent pas, concrètement, c'est quoi? Alors concrètement, c'est un centre d'insertion socio-professionnelle, une entreprise de formation par le travail, c'est-à-dire que l'on forme pendant un an et demi des adultes demandeurs d'emploi qui ont des caractéristiques d'éloignement de l'emploi, donc des difficultés qui sont autant de critères administratifs. Et on les forme au métier de la cuisine. On a donc un restaurant avec des clients qui viennent. Donc on est bien dans une pédagogie active en situation de production. Même chose pour le maraîchage. On a une filière de maraîchage où ça passe par là, une formation sur le terrain, dans la terre directement. On n'est pas mécanisé volontairement pour qu'il y ait un contact avec le sol vivant, parce que sinon la machine met un frein, elle peut être très utile, mais enfin en termes d'apprentissage, on pense que c'est mieux. Et donc on a deux douzaines de stagiaires adultes en formation avec des professionnels. Et puis on a aussi des logements dans notre association qu'on met à disposition à tarif réduit, parce que là, on en aurait 100, on en louerait 100, parce que il y a vraiment un besoin. Donc c'est les deux axes de notre association, la formation et modestement à notre échelle des logements. Voilà. Et tout ça baigne dans un contexte d'attention à l'environnement et maintenant au climat, mais avec un impact de tout petit colibri. Néanmoins un impact. Et ça fait 15 ans aujourd'hui que ça dure. Tu vas bientôt prendre ta retraite. Oui, d'ici 1 an et demi. Donc là, tu prépares la succession. Comment est-ce qu'on s'y prend pour préparer une succession ? Alors, on s'y prend à temps, d'abord pour soi-même. Même chose, en fait. C'est dire, OK, tout le monde me dit, c'est ton bébé. Non, en fait, c'est une association que j'ai créée. Ce n'est pas mon bébé. Elle ne m'appartient pas. Je l'ai lancée, j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, mais
ce serait vachement chouette qu'elle poursuive sa vie, et peut-être autrement que ce que moi je n'ai amené. Et donc je me sers aussi d'expérience où j'ai pu voir dans des entreprises familiales ou des PME où la transition même au sein de la famille était compliquée, ou avec d'autres. Donc c'est s'y prendre à temps. Parce que quand vous êtes fondateur et que vous avez commencé premier tout seul dans une équipe où aujourd'hui on est 10, 11, bah, vous avez tendance à tout faire. Vous êtes l'architecte, vous êtes le comptable, vous avez fait la vaisselle, vous avez fait la cuisine, mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Et donc il faut reprendre tout ça, réallouer tout ça, non pas à des personnes, mais dans des valises de tâches ou de responsabilités, et les réallouer à des personnes. On va voir qui à l'intérieur peut le faire. Est-ce qu'il faut quelqu'un de nouveau, d'autres? Et c'est ce qu'on fait. Et là, on est à un stade où eh bien, on a réalloué rôle, responsabilité, compétences. On a travaillé les valeurs, on travaille le modèle économique de l'association. On n'échappe pas. Tous les 4-5 ans, il faut revoir la finalité et les moyens. Et là, c'est bien parti. Voilà, demain, on a un conseil d'administration. On va parler de tout ça. Avant de parler des personnes, il faut acter une nouvelle division du travail, une nouvelle organisation du travail, et puis allouer des personnes. Ça se passe bien, je suis très confiant. En parlant de modèle économique, on a des revenus qui rentrent notamment à travers ce que tu expliquais, donc les différentes activités, le logement, le restaurant, le maraîchage, etc. La formation également. Alors, quelles sont les plus grandes différences, selon toi, entre ce modèle ici que l'on voit à la ferme de Froidmont-Insertion par rapport à un modèle d'économie classique? Quelles sont les grandes différences et comment est-ce qu'on peut potentiellement tenter au mieux de faire communiquer ces deux mondes-là? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que dans économie sociale, il y a économie et entreprise d'économie. Donc, il y a une entreprise qui a des activités marchandes. Donc, à ce titre-là, l'entreprise d'économie sociale a toutes les contraintes et les obligations de n'importe quelle autre entreprise marchande, qu'on va dire classique. Auquel cas, vient s'ajouter en plus sa finalité, qui vient faire en sorte que tous les moyens ne sont pas destinés à aller dans la poche de tel ou tel actionnaire ou propriétaire, mais se remet au service de sa finalité. Et pour faire ça, on ajoute aux contraintes marketing, vente, finance, comptabilité, enfin tout ce que on a fait, va s'ajouter toujours un arbitrage. Tiens, au fond, j'avais prévu de faire 2 jours de formation sur telle thématique. Ah ouais, mais on a tout à coup un gros mariage ou des funérailles qui s'annoncent. On fait quoi? On choisit entre quoi? Le chiffre d'affaires ou l'aspect pédagogique. On va en permanence devoir équilibrer et tenir compte des deux. Parce que, je dis souvent, c'est 2 jambes. On a besoin du financement et de l'activité marchande pour être durable, pour vivre. Mais si on ne tient pas compte de l'autre jambe qui sont la pédagogie, la formation au service du public, qui est notre finalité, on va perdre son âme. À ce moment-là, on arrête tout. Et de l'autre côté, si on donne trop de priorité uniquement à l'aspect humain, on va se casser la figure parce qu'on va faire faillite. Donc c'est en permanence avancer sur 2 jambes, un pied, mais on avance. Voilà. Donc c'est ces arbitrages qu'il faut faire par rapport à cette obligation d'équilibre financier, avec un bénéfice d'ailleurs, parce qu'il faut financer un série de choses, et la finalité qui est ici chez nous, clairement, des adultes en formation qu'on accompagne vers l'emploi. Quel a été le plus grand défi ou le plus grand challenge que tu as expérimenté jusqu'à aujourd'hui? J'avais très clairement sous-estimé tout l'aspect justement financier. Moi, j'avais imaginé passer beaucoup plus de temps avec les stagiaires, avec l'équipe, etc. Et au fond, plus on grandit, plus ma responsabilité a été de m'assurer que l'infrastructure et les finances permettaient à d'autres de faire ce que j'aurais peut-être aimé faire. Alors on aurait pu dire « Oh, t'aurais pu prendre quelqu'un ou ceci pour le faire », mais voilà, ça n'a pas été fait. Donc ça a été mon challenge, mais aussi j'ai appris énormément de choses et ça m'a appris et permis aussi de prendre des décisions sur tous les aspects en ayant
et en pouvant partager à la fois différents aspects dans des décisions à prendre, l'aspect humain, l'aspect pédagogique, l'aspect immobilier, l'aspect financier, etc. Et donc de mettre toutes les cartes sur la table. Au début, c'était assez facile parce que je discutais avec moi-même, avec le CA, puis avec l'équipe, petit à petit, c'est de partager les cartes. Voilà, avec l'équipe, on voudrait faire ceci. Oui, mais en fond, voyons la réalité des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment ? Comment est-ce qu'on fait pour passer de ce modèle de gouvernance classique à une gouvernance partagée ? Comment est-ce qu'on fait dans la prise de décision pour impliquer tout le monde ? De nouveau, on fait le chemin d'abord soi-même. Parce que, oui, je viens d'un environnement et ma formation managériale, c'est assez pyramidal. Voilà, il y a un patron, un directeur ou un manager qui, il travaille en équipe, mais c'est quand même lui qui décide. Et quand vous commencez tout seul, vous avez au départ toutes les clés. Puis, vous engagez 2, 3, 4, 5 personnes. Et il ne s'agit pas seulement de déléguer des tâches, il s'agit aussi de se dire, tiens, on a une décision à prendre, je la prends seule dans mon bureau ou je la prends en discutant avec les autres, en leur donnant de l'information, ils posent des questions et on prend une décision au consensus. En acceptant parfois que ce consensus, ce soit pas tout à fait ce que j'aurais, moi, pris comme décision. Il y a une marge, mais c'est un consensus. Je m'y retrouve quand même. C'est OK pour moi, on peut aller comme ça. Et pour ça, il faut avoir des gens qui soient aussi des membres de l'équipe qui rentrent dans cette dynamique. Parce que on a eu, sur l'histoire de Froidmont, des collaborateurs qui n'étaient pas du tout intéressés par cela. Aujourd'hui, depuis maintenant, on va dire 8-9 ans, c'est le cas. Donc, c'est une habitude qu'on a quand il y a une décision qui impacte tout le monde, de dire, OK, on la met sur la table, on en discute. Et on discute à l'occasion aussi du monde des émotions, de ce qui nous chagrine, de ce qui nous frustre, de ce qui nous plaît. Parce que dans une organisation, c'est comme dans les relations humaines, ce qui est caché sous la table, à un moment donné, ça sent mauvais. Si vous ne le mettez pas sur la table pour le nettoyer, ça va continuer à sentir mauvais. Tout le monde le sent, et on essaie de le cacher, on se bouche le nez, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, ça veut dire c'est tout à fait normal. Mais quand il y a une tension, à partir du moment où ça devient un peu trop encombrant, on en parle, on met des mots dessus, et on voit comment on peut se rééquilibrer. C'est ça la gouvernance partagée. Maintenant, vous m'interrogez moi. Maintenant, si vous interrogez mon équipe, ils vont peut-être vous dire autre chose. Ils vous diront certainement, oui, mais là, c'est Thierry qui décide. Moi, je dirais, ah oui, mais on a fait ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, forcément, ça dépend du point de vue de chacun. Et le travail qu'on fait là maintenant avec des consultants, justement, c'est pour remettre tout ça à plat, remettre des règles du jeu qui soient peut-être plus formalisées, pour que chacun sache quelles sont, que cet informel devienne un peu plus formel, voilà. Et que quelqu'un qui rentrerait, on puisse lui dire, tiens, voilà comment on fonctionne, plutôt que de le laisser découvrir. Alors, il le découvre assez vite, mais quand même, ça va faciliter les choses pour la suite, je pense. Oui, absolument. Plus de 15 ans d'existence aujourd'hui, une dizaine de collaborateurs, un beau projet immobilier, un beau but social. De quoi est-ce que tu es le plus fier ou satisfait aujourd'hui ? J'ai envie de dire, c'est chaque fois qu'un stagiaire qui est parti de Froidmont et qu'on apprend où il en est dans sa vie, voilà, et que sur son chemin de vie, Froidmont a été un moment clé pour lui et qu'il en a un bon souvenir, qu'il en a une certaine gratitude, pas à nous, mais ça, on se dit, voilà, on est tombé au bon moment chez cette personne, sur son chemin, et ça lui a permis très certainement de réaliser quelque chose qu'il n'aurait pas réalisé autrement. Ça,
ça vaut son pesant d'or. Et quand parfois on est dans les problèmes financiers, quand on se réveille à 5h ou 6h du matin en se disant merde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand dans la journée, il y a quelqu'un qui vient vous dire ah, j'ai croisé un tel, tu te souviens, il était stagiaire il y a tant de temps, et alors, hein, et il a dit à propos de Froidmont, ah là là. Ah, ça, vous êtes reparti pour 3 semaines, parce que ça, c'est le mieux. Il y a aussi quelque chose dont je crois que je suis content et fier, c'est que depuis maintenant plusieurs années, il y a une bonne ambiance de travail. On y passe tellement de temps au travail, 40 heures semaine, voire parfois plus. Quand c'est pourri de tension, c'est une catastrophe. Ça va pas. Voilà, et c'est quelque chose auquel on est très attentif à comme la mayonnaise, hein, ça peut tourner tout à coup, vous ne savez pas pourquoi. Donc, il faut en permanence faire attention à ce qui se passe. Mais en même temps, si on a des relations vraies, je pense que c'est plus facile. C'est un deuxième sujet de satisfaction. Et le troisième, c'est de me dire, merde alors, ça fait déjà 15 ans que l'association existe, mais pour moi, ça veut dire au moins 2 ans de plus. Donc, ça fera presque 20 ans de ma vie que j'aurai passé à Froidmont, dans un superbe cadre, avec quand même des coéquipiers sympas, et de me dire, chouette, je peux m'en aller, l'esprit tranquille, ça va se poursuivre, il n'y a pas de souci, ça prendra d'autres formes, j'en suis certain. Mais ça, c'est bien. Voilà. Et moi, mon rêve, c'est de partir d'ici 1 an et demi en me disant chouette, bravo les gars, félicitations, je viendrai manger. Si vous avez besoin de moi, vous me téléphonez. Et sinon, moi, je vais très bien sans ça. Voilà. Génial, super. À refaire, oui. Est-ce que tu ferais certaines choses différemment? Si oui, lesquelles? Alors, je referais la même chose. Toute la question, dans la question financière chez nous, l'investissement immobilier est très très important, même s'il est certainement lié à une partie de notre réussite. Mais ça, c'était quand même peut-être sous-estimé. Que mon amour des vieilles pierres, de l'immobilier, aurait probablement demandé une autre configuration. Maintenant, avec le recul, j'aurais très certainement au départ peut-être plus embrayé sur une démarche participative ou plus coopérative, parce qu'on avait choisi une ASBL parce que c'était très clair sur comment l'argent allait être géré, mais on se trouve parfois un peu seul. Voilà. Et ça, peut-être que ça aurait été quelque chose que j'aurais pu faire autrement, mais je ne l'ai pas fait, voilà, c'est comme ça. Et je n'en ferai plus, puisque c'est fini pour moi. Peut-être pour les prochains. Voilà, mais peut-être rejoindre une aventure de ce type-là, ça m'intéresserait probablement, oui. Ouais. Et pour tous ceux, justement, qui sont en train de nous écouter ici, donc on arrive bientôt à la fin du podcast, ouais. J'ai une dernière question pour toi, Thierry. Pour ceux qui ont envie éventuellement de se lancer dans le secteur de l'économie sociale, en tant que travailleur, en tant qu'employé, peut-être même lancer leur propre projet, quel serait ton message principal ou un conseil peut-être que tu aurais envie de leur donner? Je ne peux que me référer à ma propre histoire, c'est-à-dire faire le chemin soi-même, et à partir du moment où l'inconfort devient clair, c'est de se dire, est-ce que lâcher ce dans quoi je suis pas unifié, pas confortable, il y a des trucs qui coincent, est-ce que je peux faire le pas? Il ne faut pas se lancer tout de suite, ça mérite de réfléchir, de se poser, j'imagine que les gens qui vont venir tout à l'heure, ils sont dans ces réflexions-là, donc c'est très bien, mais il n'en restera pas qu'à un moment donné, il va falloir lâcher quelque chose. Donc prendre un risque. Il y a vraiment un risque d'entrepreneur ou voilà, à faire. Il ne faut pas le faire seul, faire accompagner. Après ça, c'est ce que je disais là tantôt, un rêve, un projet, ça se construit pour le réaliser, sinon c'est juste un rêve. Donc, une entreprise d'économie sociale, c'est entreprise, économie et sociale. Et sur ces 3 domaines, il faut être réaliste. Rêveur dans l'objectif, réaliste dans la réalisation. Entreprise,
économie sociale. C'est vrai que finalement, les 3 mots résument un petit peu ce dont on avait envie de parler aujourd'hui et ça résume très bien aussi le projet de la ferme Froidmont Insertion dont on a parlé ici aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Destex d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est avec plaisir. Merci d'avoir partagé aussi beaucoup d'informations par rapport à la fois à ton parcours et par rapport au projet et tout ce qu'il y a à démystifier éventuellement et oser tenter la chose avec les bons conseils, avec le bon entourage. C'était donc Thierry Destex, fondateur de la ferme de Froidmont Insertion. Merci à vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices qui nous écoutez. Si vous aussi, vous envisagez de donner un nouveau souffle à votre carrière peut-être, ou bien une idée d'entreprise sociale sommeille en vous, alors rendez-vous sur économiesociale.be/entrepreneuriat. Vous y trouverez pas mal d'informations. Et je rappelle ici que c'est le podcast Switch ES. C'est un projet porté par les acteurs de l'économie sociale avec le soutien de la région Wallonne. Merci beaucoup à tous et à bientôt.